L'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en logement social, enjeux et solutions, un webinaire proposé par Logivolt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par Logivolt qui va traiter de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en logement social. Le sujet au cœur de l'actualité, nous allons voir avec mes invités quels sont les enjeux, quelles sont les solutions. Juste avant de commencer, je vous précise qu'il y a un chat sur lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions tout au long du webinaire et à la fin, on réservera une partie pour y répondre. Voilà, on répondra à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les envoyer tout au long de ce webinaire. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Pierre Aymar. Bonjour. Bonjour Bérénice, merci de votre accueil. Directeur général de Logivolt. Iman Drissi, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes consultante spécialiste mobilité électrique pour Columbus Consulting. Et Alban Charrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au directeur de la maîtrise d'ouvrage en charge de l'activité réglementaire et des politiques techniques au sein de l'USH, qu'on connaît sous le nom, c'est l'Union sociale de l'habitat. Alors, je disais en introduction, c'est un sujet de plus en plus dans l'air du temps, puisque c'est vrai que le parc de véhicules électriques ne cesse de croître. Alors, en 2023, on estime qu'il y aurait 1 million de véhicules électriques et de véhicules hybrides en circulation. Donc, c'est 3% du parc. On estime qu'en 2026, dans 3 ans, ce chiffre aura atteint les 3 millions de véhicules électriques. Donc, ce sera 10% du parc. Et en 2036, ce sera 12 millions, soit 40% du parc. Donc voilà, on y va. Aussi, côté réglementation, Pierre, donc en 2035, on ne pourra plus produire de véhicules électriques, de véhicules thermiques dans l'Union européenne. Et en 2050, on ne pourra plus circuler dans l'Union européenne avec les véhicules thermiques. Il y a d'autres éléments catalyseurs, notamment les ZFE, les zones à faible émission. Oui, tout à fait. Alors, en plus du cadre légal que vous avez cité, donc 2035 et 2050, il y a l'apparition des ZFE qui ont été adoptés par beaucoup de communes, beaucoup de villes, qui sont rentrées en vigueur là au 1er janvier 2023, qui ont certaines restrictions, mais les restrictions vont devenir de plus en plus contraignantes à l'avenir, avec pour l'instant, c'est les critères 5, 6 qui ne peuvent pas circuler. Demain, ce sera aussi restreint aux 4 et à l'avenir aux 3. Donc, en plus des éléments catalyseurs que vous avez cités sur le marché, sur la pénétration du véhicule électrique, sur son côté pratique, sur son côté décarboné et dépollué, il y a un facteur réglementaire qui fait que de toute façon, le véhicule électrique va prendre le pas sur le thermique. On n'a plus le choix. On y est. Voilà, on n'a plus le choix, on y est. Alors, il y a des slides qui défilent, donc c'est vrai que on l'a dit, c'est un marché en plein essor, et justement, donc la multiplication des zones à faible émission, ça vous en avez parlé. Je crois que Lyon, notamment, on en parle beaucoup en ce moment, c'est une des villes les plus concernées par ce sujet. Alors forcément, qui dit véhicule électrique dit recharge, puisque ces véhicules électriques, il faut les recharger. C'est là l'objet du webinaire, donc un marché dépendant des solutions de recharge, Pierre. Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le véhicule électrique n'a pas les mêmes usages que le véhicule thermique, et donc on va pouvoir avoir différentes solutions de recharge, alors qu'avec un véhicule thermique, on n'a pas 1000 solutions pour faire le plein. On va à la station d'essence. Il y en a plein en France. Ça fait 80 ans que ça existe dans notre pays. Pour l'électrique, les infrastructures ont pris un peu de retard par rapport aux véhicules. Donc c'est un peu comme avec la 5G. Hein. Les téléphones 5G sont arrivés avant les infrastructures 5G. Sur le véhicule électrique, c'est un peu pareil. Et donc pour pouvoir se recharger, il y a un élément qui est très important à retenir, c'est que il faut que ce soit pratique, sans quoi ça devient un casse-tête et le véhicule électrique perd un peu de son sens. Et donc pour se recharger, l'idéal, les usages, la prospective qui est faite veut qu'on puisse se recharger à domicile, à la maison. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans les statistiques qui sont faites, 90% des véhicules, 90% des propriétaires de véhicules électriques se rechargent à la maison, la nuit, à domicile, et que le temps de recharge, il est un peu long, mais ça reste quand même acceptable. Le coût de la recharge, c'est 2 à 4 fois moins cher chez soi que sur la voie publique. Donc c'est un autre élément qui vient qui vient nous faire tirer la conclusion que demain, si on veut électrifier le parc de véhicules en France, il va falloir que l'on électrifie les parkings, il va falloir qu'on rende la recharge disponible dans les parkings d'habitation. Pourquoi l'habitation ? Tout simplement parce que la moitié des Français habitent dans des immeubles.
que ce soit des copropriétés ou des immeubles de logements sociaux. Et donc, le gros enjeu, il est d'électrifier les parkings d'immeubles, tout simplement parce que quand on habite dans une maison, c'est assez simple d'avoir une borne. Il y a à peu près zéro contrainte, on appelle un opérateur qui vient nous installer une borne. Alors que quand on est dans un immeuble, il y a le collectif qui est important et le collectif entraîne des contraintes supplémentaires pour avoir la possibilité de se recharger. Voilà. Et c'est vrai que le coût est non négligeable en cette période où l'inflation est galopante. Forcément, les Français ont vite fait le choix. Alors, les immeubles collectifs aujourd'hui sont très peu équipés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un retard au niveau de l'installation de ces bornes. Comment vous l'expliquez ? Alors, pour moi, il y a deux éléments. Il y a premièrement le fait que quand on installe quelque chose dans un immeuble, il en revient au propriétaire de décider. Donc la décision en elle-même peut être complexe et derrière la décision, il y a surtout la question du coût. La question du coût, elle est très importante. Quand on est propriétaire dans une copropriété, on n'est pas propriétaire tout seul, on est propriétaire avec nos voisins. Et donc pour pouvoir décider en assemblée générale, on décide avec ses voisins. Tout le monde qui vit en copropriété connaît les assemblées générales. Et donc voilà, jusqu'à maintenant, les décisions d'AG n'ont pas été forcément très favorables parce que forcément, on n'a pas encore la grande majorité des gens qui veulent un véhicule électrique, qui voient pas forcément l'intérêt de la recharge et donc n'ont pas envie de payer pour un équipement. C'est une contrainte. Dans les immeubles de bailleurs sociaux, c'est un peu différent. Le propriétaire est seul à décider, mais la question du coût peut être une grosse barrière. On y reviendra tout à l'heure, j'imagine. Mais voilà, la question de la décision et la question du coût qui est sous-jacente sont parfois des barrières qui sont compliquées à passer. Et donc j'y reviendrai, mais c'est pour ça que Logivol existe. Voilà. Alors justement, vous parlez des bailleurs sociaux. Je propose que nous donnions la parole justement à ces bailleurs sociaux, en tout cas à l'USH. Alban Charrier. Alors, pouvez-vous déjà nous parler de votre rôle au sein de l'USH ? C'est vrai que vous avez, on a dit votre fonction tout à l'heure, mais que faites-vous exactement et qu'est-ce que l'USH, qu'est-ce que l'Union sociale de l'habitat ? Alors, l'Union sociale pour l'habitat, c'est la confédération de 5 grandes fédérations d'acteurs, d'un peu plus de 600 opérateurs HLM, donc principalement les bailleurs, qu'ils soient publics, privés ou coop HLM. L'USH intervient sur l'ensemble du territoire national, sur l'Hexagone, mais aussi dans les territoires ultramarins. Et on a 3 principales missions comme les représentations professionnelles. On a d'abord une mission de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, du grand public, pour expliquer ce qu'est le logement social, ses fonctions, ses attentes, ses besoins. On a bien évidemment une mission aussi de réflexion et d'analyse et d'études sur tous les dossiers qui peuvent couvrir l'activité d'un bailleur social. Ça va bien évidemment de la partie technique qu'on va évoquer ce matin, mais aussi la partie sociale qui est le cœur de notre métier. On loge des personnes avant tout. Et puis on a une fonction d'information, de conseil et d'assistance auprès de nos adhérents, leur apporter des réponses à leurs questions, leur apporter, être souvent en avance de phase pour essayer de les alerter sur les enjeux futurs et l'électromobilité en est un très fort. L'USH, c'est combien d'adhérents ? L'USH, c'est 600 adhérents et c'est 409 organismes qui exploitent et construisent du patrimoine. Voilà. C'est un peu plus de 5 millions de logements et on loge environ 10 millions de Français. Oui, soit 15% des ménages. Tout à fait. Les enjeux pour le secteur HLM, là, ils sont en train de se renforcer. On a comme toujours un enjeu très fort sur maintenir la production de logements sociaux. Il manque de logements sociaux en France. On a des demandes qui sont toujours croissantes, donc il faut qu'on continue à produire, ce qui mobilise énormément de nos capacités financières. On a un enjeu qui prend énormément d'ampleur, on l'entend depuis maintenant pas mal de semaines à la télévision et dans tous les débats. Donc c'est la décarbonation du parc social, décarbonation des usages de la France, dont le parc bâtiment résidentiel et le parc social, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça va avoir un impact extrêmement fort et important sur l'activité des bailleurs dans les années qui viennent. Et les bailleurs sociaux, justement, à ce sujet, donc vous évoquez la loi climat et résilience, sont vraiment concernés. Il y a beaucoup de passoires thermiques. Alors, il y en a toujours trop peu. La performance moyenne énergétique du parc social est meilleure que la moyenne nationale. Il y a 9% environ de passoires énergétiques dans le parc social quand il y en a 19 dans le parc français. Ça s'explique par à la fois un parc un peu plus récent que le parc national, mais aussi surtout une activité très forte des bailleurs depuis toujours dans la rénovation du parc. On est à la différence d'autres acteurs de l'immobilier, on est constructeur et exploitant, donc on exploite notre patrimoine sur sa durée de vie, donc on a un intérêt fort à l'entretenir et à maintenir sa performance.
Donc on a un parc plus performant, mais les enjeux du réchauffement climatique font que quoi qu'il arrive, parc privé comme parc social, on doit investir très très lourdement. Globalement, c'est multiplier par 2 les efforts que l'on fait aujourd'hui. Alors, ça peut être une opportunité pour le déploiement des IRVE. Quand on arrive sur une réhabilitation lourde, on va traiter l'ensemble des sujets qui peuvent être traités. La performance énergétique, mais aussi l'électromobilité. L'électromobilité, c'est aussi une réponse au réchauffement climatique, puisqu'on va permettre de baisser les gaz à effet de serre. Et puis, le dernier enjeu pour les bailleurs, c'est et c'est notre ADN, on doit garantir aux locataires un logement de qualité, bien évidemment, mais aussi avec des services égaux avec tous les Français, donc dont l'électromobilité, donc apporter à nos locataires la capacité d'avoir accès à l'électromobilité. Et donc voilà, l'ensemble de ces enjeux, ça crée une difficulté aujourd'hui, c'est un besoin fort de financement dans un contexte où les ressources sont de plus en plus contraintes, avec les différents sujets comme la RLS par exemple. Principalement sur le sujet donc de l'électromobilité, c'est encore un sujet de préoccupation fort. On le voit avec les bailleurs qui sont présents aujourd'hui, on le voit avec les bailleurs qu'on a pu avoir dans l'ensemble des webinaires qu'on a fait au sein de l'Union sociale pour l'habitat sur ce sujet-là. Donc il y a une grande manque d'intérêt, il y a une préoccupation puisqu'on a une obligation aussi réglementaire de répondre au droit à la prise. Donc c'est des demandes que peuvent recevoir les bailleurs. De la part des locataires. De la part des locataires, tout à fait. On est encore dans une phase où on a plus de questions que de réponses. Donc j'espère que, le webinaire aussi est un élément de réponse. On a travaillé avec le G-Volt, mais aussi avec d'autres acteurs, et en particulier Enedis, à une étude l'année dernière qui a permis de publier le cahier repère au centre. Donc c'est un des vecteurs de communication que l'on a pour apporter à nos adhérents de la connaissance et de l'information. Donc là, on voit que nos bailleurs sont encore on est dans des attentes de solutions de financement en particulier, on va le réévoquer, et on est dans la définition de la stratégie, des questions encore techniques et des questions financières. Alors, Iman, on l'a vu, beaucoup de questions autour de ces installations de ces bornes de recharge pour les véhicules électriques. Une demande qui ne cesse de croître également, en même temps que le parc de ces véhicules électriques. Alors, vous qui êtes chez Columbus Consulting, quel est votre point de vue là-dessus et que faites-vous déjà alors concrètement chez Columbus ? Alors nous, donc Columbus Consulting, dont déjà on est une société à mission, donc on a vraiment l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans dans leur transformation responsable. Donc dans ce cadre-là, on accompagne de nombreux acteurs différents, que ça soit des plus grosses entreprises comme on connaît donc dans le secteur énergétique, des EDF, des Enedis, des RTE. Mais aussi en côté banque avec notamment des enjeux sur les critères par exemple ESG. Mais donc nous vraiment notre vocation c'est accompagner les entreprises et on a une réelle spécialité donc sur les sujets énergétiques et sur les sujets mobilité électrique plus particulièrement. On a accompagné des bailleurs sociaux dans leur définition de leur stratégie de déploiement de bornes de recharge. Alors on a accompagné il y a déjà plus de 5 ans des acteurs, donc c'est vraiment des acteurs qui étaient précurseurs à ce moment-là, qui avaient déjà en fait des demandes de locataires et qui se demandaient globalement comment répondre à ces besoins. Et donc l'objectif était un peu, alors il n'y avait pas Logivolt à l'époque, il n'y avait pas les dispositifs Enedis, mais c'était globalement de se poser un peu la question de quelles solutions mettre en place dans les logements, quelles solutions dans les différents parcs, est-ce qu'on fait des stratégies localisées, des stratégies à l'échelle du parc. Donc c'est vraiment toute la démarche qu'on a fait avec les bailleurs que nous avons accompagnés. Et puis au fil de l'eau, forcément ça s'est un peu plus développé. On avait plus de solutions à donner aussi aux différents bailleurs. Et donc voilà, aujourd'hui on a une réelle expertise sur ce sujet-là et puis globalement sur les sujets mobilité électrique avec notamment les travaux qu'on mène avec l'AVER ou la FIREV et dans lesquels on est très actif. Oui, parce que j'imagine que chaque cas est différent. Oui, alors chaque cas est différent. Il y a beaucoup de paramètres globalement qui rentrent en compte, que ça soit la localisation de l'organisme de logements sociaux, que ce soit finalement qu'est-ce qu'ils ont dans leur parc, des parkings intérieurs, des parkings extérieurs. Mais pour nous, globalement, ce qu'on voit à notre échelle des gros enjeux du déploiement des points de charge dans l'habitat social, c'est déjà finalement, comme le disait un peu Pierre, c'est rendre la mobilité accessible à tous.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas un développement à deux vitesses de la mobilité électrique. Il faut que tout le monde puisse participer à cette décarbonation des transports. Et donc l'enjeu, un enjeu majeur de ce déploiement, c'est finalement que tout le monde puisse avoir accès à des véhicules électriques. Avoir un coût aussi assez bas finalement pour le locataire. L'enjeu dans l'habitat social, c'est que finalement le locataire puisse payer le moins cher possible pour que il accède à une facilité. Que ce soit plus facile pour lui d'acheter un véhicule électrique. Donc, c'est l'un des enjeux majeurs aussi pour l'habitat social. Vraiment étudier la complémentarité de toutes les solutions qui existent. Aujourd'hui, il y a des solutions, Logivolt en est une, des solutions techniques et financières qui existent et donc étudier la complémentarité de ces solutions qui sont importantes pour pouvoir finalement couvrir tout le parc des organismes et puis répondre à tous les besoins des locataires. Et puis anticiper les besoins des locataires. Finalement, aujourd'hui, c'est un marché plutôt naissant, on va dire, pour un marché. C'est un marché naissant, mais qui évolue très, très rapidement. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'anticiper ces besoins pour avoir les meilleures installations possibles dès le début, pour limiter notamment les coûts d'installation. Donc ça, c'est globalement les grands enjeux, nous, qu'on a vus à travers les différents accompagnements qu'on a pu faire. Donc pour vous présenter un peu la démarche un peu type, pour être un peu opérationnel sur nous, ce qu'on a pu mettre en œuvre. L'idée, d'abord, c'est de vraiment faire un état des lieux du patrimoine de l'organisme. C'est-à-dire qu'il faut collecter des différentes données, des parkings intérieurs, des parkings extérieurs, des souterrains, des aériens. Enfin, vraiment avoir la vision totale du parc pour vraiment choisir les meilleures réponses aux spécificités des différents parcs. Construire des enquêtes aussi avec les locataires. Il y a certains locataires qui vont être enclins à passer plus rapidement à l'électrique. Je pense notamment peut-être aux chauffeurs de taxi, de VTC, aux infirmières ou infirmiers libéraux. Donc vraiment avoir vraiment une vision complète aussi des besoins pour peut-être privilégier aussi des installations dans certaines résidences qui en auraient besoin plus rapidement que d'autres. J'imagine que l'âge joue aussi, les personnes plus jeunes. Oui, exactement, l'âge, le lieu d'habitation. Par exemple, je ne sais pas si on prend le cas de Bordeaux, peut-être qu'en centre-ville, ça va devenir une ZFE aussi, et du coup, on va peut-être déployer plus vite que dans d'autres départements voisins. Donc la localisation aussi est assez importante. Et puis finalement segmenter un peu les projets selon ces différentes contraintes pour aborder différemment les spécificités de chaque parc. Et puis, une fois globalement qu'on a vraiment cette analyse du parc, aller vers l'analyse des solutions techniques et économiques qui existent pour éclairer les bailleurs, pour finalement qu'ils arrivent aussi à prendre en main, parce que c'est un sujet autant technique que financier, et donc à prendre en main les différentes solutions. Pour qu'ils puissent, pour finalement trouver les réponses et les solutions les plus adéquates à leur parc, en analysant, faire des analyses tarifaires. Finalement, qu'est-ce que ça va coûter aux locataires, qu'est-ce que ça peut coûter à l'organisme. Donc ça, c'est vraiment aussi un volet très très important pour ensuite aller vers une synthèse et vers des recommandations pour définir vraiment cette stratégie de recharge globale avec les locataires et puis solliciter et les organismes et solliciter les meilleurs interlocuteurs sur le projet final, que ce soit Logivolt, que ce soit Enedis, que ce soit des opérateurs, mais vraiment finalement ça permet d'avoir la vision complète, définir une stratégie pour pouvoir après en dernière étape avoir un dossier de consultation et sélectionner les partenaires avec qui les différents bailleurs sociaux vont travailler. Donc nous, c'est comme ça globalement qu'on le voit et puis ça se construit toujours au fil de l'eau, comme on est sur un marché assez naissant. On est en tout cas, il y a un réel besoin d'accompagnement pour les bailleurs. Oui, tout à fait. À ce niveau-là. Un réel besoin d'accompagnement. Donc c'est ça aussi qui est important aujourd'hui parce que comme le disait Alban, c'est pas le seul sujet qu'ils ont à traiter. Oui. Et donc il faut aussi l'inclure potentiellement dans une démarche globale de décarbonation du bâtiment et de l'immobilier, de l'habitat social en règle générale. Alban, c'est vrai qu'on parlait de la rénovation énergétique tout à l'heure. Quand les bailleurs décident de rénover, j'imagine que tout de suite ils pensent à ces bornes de recharge.
Alors en tout cas, quand on rénove, on fait bien évidemment un état des lieux du patrimoine et on va essayer de traiter toutes les problématiques du bâtiment. Aujourd'hui, avec la décarbonation et ce projet de stratégie la trajectoire d'atteinte de la SNBC à 2050, voire de l'ajustement moins 55 à 2030, c'est des investissements extrêmement lourds. On parle de réhabilitation de l'ordre de 50 à 60 000 euros du logement. Donc quand on arrive à ces sommes-là, bien évidemment, on va essayer de traiter tous les problèmes. Et les problèmes, en tout cas, et utiliser ces opérations-là pour faire de l'opportunité d'action. Et très clairement, la partie, lorsqu'on va réhabiliter complètement un parc, on va travailler sur l'alimentation électrique du bâtiment, et c'est le moment de se poser la bonne question. Et donc, ça va être intégré dans les points à regarder d'une opération de réhabilitation. Moi, j'ai une question. Et dans l'organigramme des bailleurs, finalement, quels sont les services concernés? Est-ce que c'est le service technique, c'est le service patrimonial, c'est le service de l'exploitation? Peut-être qu'on peut avoir une réponse là-dessus. C'est aussi une difficulté. Ça va être globalement, c'est la totalité de la structure. On l'a dit, il y a des sujets financiers extrêmement importants. Donc les directions financières sont très impactées et sont un appui fort sur le sujet. On parle de patrimoine existant, donc on va être plutôt sur les équipes d'exploitation, effectivement. Mais la gestion locative va être présente puisque on a des discussions avec le locataire. Identifier le besoin, c'est plus nos gestions locatives qui ont ce lien de proximité avec le locataire et avec les amicales de locataires. On l'évoquera peut-être après. Il y a des sujets aussi sur des parcs, des immeubles importants avec des parcs très très grands. Il est peut-être pas utile de développer 100% de l'installation aujourd'hui. Donc peut-être qu'il va falloir regrouper quelques places à cet endroit. Et ça, on va avoir la direction juridique sur le sujet puisqu'on il va falloir expertiser les baux. On est sur du patrimoine ancien, donc on peut avoir des baux relativement anciens. Donc en fait, globalement, tous les services sont concernés. Tous les services sont concernés, avec très probablement, comme quand c'est fait sur une stratégie générale de parc, ça va être plutôt la direction du patrimoine, donc la direction qui gère l'existant, qui va définir la stratégie. Et dès qu'on va arriver à intégrer ces déploiements dans le cadre de réhabilitation, on va être avec les directions de construction et d'exploitation. Mais globalement, c'est l'ensemble de la structure qui doit regarder. La direction générale aussi, quand on va commencer à définir une stratégie sur un patrimoine entier, la direction générale doit aussi être partie prenante. Okay. Alors Iman, est-ce qu'on peut s'intéresser maintenant aux différentes solutions avec des exemples un peu plus concrets, donc des solutions de raccordement. C'est vrai que ça touche à l'architecture, c'est ce que vous disiez, Alban. Il y a différents cas de figure en tout cas. Oui, donc aujourd'hui, alors il existe trois, on va dire, alors on va pas rentrer dans le sujet technique, mais il y a trois grandes architectures de raccordement possibles aujourd'hui dans l'habitat collectif. Alors le raccordement en colonne horizontale, qui lui est plutôt réalisé par Enedis ou ses partenaires, qui permet globalement de mettre un compteur électrique en fait à chaque place de parking, ce qui permet notamment pour le locataire de choisir son propre fournisseur d'énergie pour sa facture d'électricité, pour sa recharge de véhicule. Là, pareil, donc sur ce point-là, sur ce raccordement-là, Enedis a sorti, enfin en tout cas a aussi son dispositif de financement qui a été notamment validé dans une délibération de la CRE qui est sortie cette semaine, donc la comité de régulation de l'énergie. Et donc pareil, ils proposeront un dispositif de financement qui est un peu différent de Logivolt, c'est-à-dire que là le locataire doit payer en une fois son raccordement, mais qui permet de s'adapter à toutes les typologies de parking, intérieur comme extérieur et de toute taille, ce qui permet d'aller en complémentarité avec les deux solutions, présente à côté. Donc un raccordement où là, du coup, plus en lien avec le dispositif Logivolt, avec la création d'un PDL dédié, c'est-à-dire que dans un parking, on va créer un PDL spécifique aux bornes de recharge et on va raccorder globalement à ce PDL tous les points de charge, et donc le PDL sera commun à tout l'immeuble, et donc c'est la cible aussi du dispositif Logivolt dont parlera plus amplement Pierre. Et puis la solution qu'on aime un peu moins, on va dire, parce que justement elle permet pas en fait d'être évolutive dans le temps, donc ça va pas répondre aux besoins quand il y aura de forts besoins qui vont arriver. Ça va pas répondre à ces besoins. C'est un raccordement au point de livraison des services généraux. Donc le point de livraison des services généraux, il sert à faire autre chose dans le bâtiment, à allumer la lumière du couloir. Enfin voilà, il a d'autres utilités, mais globalement, il va vite limiter en fait l'installation de points de charge. Et donc celui-là, aujourd'hui, on le conseille un peu moins.
voire pas du tout, parce qu'il va pas permettre d'anticiper des besoins forts qui vont arriver. C'est pas une solution pour le long terme, en fait. C'est pas du tout une solution pour le long terme, et en fait, ça va pas permettre, en tout cas, de déployer un nombre de bornes assez important. Et si la demande explose, vous allez repartir sur une des deux solutions d'à côté et remettre des coûts, et ça va faire des coûts en plus, et c'est surtout pas ce qu'on veut aujourd'hui. Ensuite, hop. Donc globalement, ces solutions techniques, elles ont fait émerger des offres de financement. Alors, il y a plusieurs, on va dire, modèles de financement. Il y a le financement qui peut être réalisé par le bailleur, en propre. Le bailleur va financer toutes les infrastructures, et donc c'est lui qui prend vraiment à la charge l'installation de l'infrastructure collective qui sera en amont des bornes. Donc ça, c'est vraiment un modèle financement bailleur. Un modèle du coup qui est en lien avec l'installation des colonnes horizontales qui lui est proposé par Enedis, comme je l'ai dit auparavant. Le modèle du point de livraison dédié qui lui peut être soit financé par un opérateur, soit par plusieurs opérateurs dans un même parc, ou donc soit par Logivolt, qui est donc un des deux gros modèles aujourd'hui de financement qui existent. Et puis après avoir installé globalement cette infrastructure collective, il y a aussi le coût de la borne, qui peut être un certain coût pour un locataire, mais qui rentre en compte dans le projet d'installation d'IRVE, d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, et qui lui peut être porté par différentes personnes, le locataire, l'opérateur ou le bailleur. Et en fait, c'est toute cette stratégie, donc ce que vous voyez de financement comme stratégie d'installation technique, qui est à définir et qui est nécessaire de définir pour répondre aux besoins et pour répondre surtout à la typologie du parc de l'organisme de logements sociaux. Alors justement, j'avais une petite question à Alban à ce sujet, parce que c'est vrai que la première solution, c'était que le bailleur prenne tout en charge. Oui. J'imagine que c'est la solution la moins privilégiée, au vu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, notamment sur le coût de la rénovation énergétique. Ça reste un coût en plus, ça ferait un coût en plus pour le bailleur, d'où la solution Logivolt qui apparaît comme la meilleure solution, en tout cas. Oui, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on disait, aujourd'hui, les enjeux auxquels doivent répondre les bailleurs mobilisent déjà plus que la totalité de leurs fonds propres. Donc, tout ce qui pourra être préfinancé, financé, accompagné par un tiers, et leur permettre de garder cette capacité à faire pour le développement du parc et pour sa décarbonation est importante. Avec bien évidemment les contraintes, il faut que ce préfinancement-là soit un coût supportable, et on l'a déjà dit, Iman l'a déjà dit tout à l'heure. Un des sujets, on reparlera dans les préconisations, mais un des points que le bailleur doit garder vraiment en tête, c'est que il faut que le coût utilisateur en sortie soit adapté à la capacité de nos locataires. On loge des personnes à revenus limités, et donc forcément, faut pas que effectivement, ce qui pourra être préfinancé par d'autres, c'est une bonne chose. Il faut que ça soit un coût qui permette d'être supportable pour le locataire. Et puis ça m'amène à une question, on l'a pas encore évoqué, mais on a encore un sujet que l'USH porte très fortement auprès des administrations et auprès de l'État, c'est les aides que peuvent avoir aujourd'hui les copropriétés sur le déploiement de l'infrastructure collective que les bailleurs n'ont pas. Donc ça, on a une demande très très forte auprès de l'administration et de l'État sur ce sujet-là. Il faut ouvrir le financement qui existe pour les copropriétés aux bailleurs sociaux sur l'infrastructure collective, ce qui va permettre d'accélérer le déploiement, ce qui va permettre de mieux garantir le coût utilisateur, et donc de faire développer ces solutions. Alors Pierre, vous qui avez organisé ce webinaire, qui en est à l'origine, pouvez-vous nous expliquer donc déjà pourquoi avoir décidé d'organiser cet événement, et puis peut-être nous parler de Logivolt, qui est une solution de financement, c'est ce qu'expliquait Iman tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi on a organisé ce webinaire, c'est que on a tous les trois ici présents, on a comme toute l'industrie un devoir de pédagogie. On sait que c'est des sujets complexes. C'est pas commun que des entreprises qui sont très structurées doivent faire appel à des cabinets de conseil sur des sujets finalement relativement simples d'électricité. Le sujet est complexe, les problématiques sont très complexes, il faut lier beaucoup de connaissances juridiques, techniques. Oui, on a vu tout à l'heure que ça concernait tous les services quasiment. Voilà, c'est transverse chez les bailleurs, et donc c'est un peu un ping-pong. Tiens, c'est arrivé chez moi, mais c'est toi qui dois le traiter, etc. Donc
c'est un sujet qui est complexe et en fait, une manière de rendre le sujet un peu plus compréhensible par tout le monde, c'est de présenter. C'est de faire des supports, c'est de faire des formations. Il y a plein de formations qui existent sur le marché. Il y a l'AVER qui fait des formations très intéressantes et qui aident. Nous, vraisemblablement, notre finalité, c'est que finalement, on puisse œuvrer dans le sens de la mobilité décarbonée du véhicule électrique, parce que ça va dans le sens de d'un monde meilleur, clairement, d'une transition écologique. Et donc, ce travail, on ne le fera pas sans pédagogie, premièrement, et sans financement, deuxièmement. Voilà. Donc, solution de financement, Logivolt, acteur aussi de la transition écologique. Oui, alors, Logivolt, pourquoi on existe? Déjà, qui on est? On est une filiale de la Caisse des dépôts, donc créée en 2021. On a une vocation qui est d'accompagner le changement qui est en cours et de le financer. On a vocation à vraiment faciliter l'accès à la recharge dans les immeubles d'habitation. Pourquoi les immeubles d'habitation? Parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est chez soi que les gens vont se recharger, premièrement. Et deuxièmement, en fait, le vrai problème, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il est pas tellement dans les maisons individuelles, il est dans le collectif. Donc nous, on a combiné ces deux éléments-là. On fait pas du bureau, on fait pas d'immeuble de bureau ou d'immeuble, de tertiaire. On fait de l'immeuble d'habitation, parce que c'est là que représentent les principales contraintes. C'est là que les gens habitent, c'est là que les gens vont se recharger. Donc là, voilà, notre mission, elle est en finançant les infrastructures, de faciliter l'accès à la recharge de véhicules électriques dans les habitations, ce qui aura pour vertu forcément d'inciter les gens et d'encourager les gens à se convertir à l'électrique, ce qui, d'un point de vue global, d'un point de vue de l'intérêt général, est une mission très importante, parce que elle facilite plutôt qu'elle ne contraint, quoi. En plus de la réglementation, puisqu'on l'a dit aussi en début d'émission, c'est vrai qu'on n'aura plus trop le choix d'ici quelques années. Exactement. Donc Logivolt, c'est un dispositif qui peut paraître complexe dans sa conception, mais qui est finalement très simple. On y reviendra tout à l'heure. On a une solution qui est clé en main. Donc on a voulu dès l'origine, franchir les barrières de l'installation de recharge en immeuble collectif. En France, il y a deux grandes catégories d'immeubles collectifs, la copropriété et le logement social. Alors, on a lancé fin 2021 notre première offre de financement pour la copropriété, et donc on investit dans les copropriétés. On paye l'intégralité des coûts d'infrastructure de recharge collective dans les copropriétés, sans reste à charge pour les copros. Le dispositif pour le logement social, lui, a pris un petit peu plus de temps, parce que il est un peu plus complexe à mettre en place. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 1 an et demi après son lancement, on a déjà convaincu plus de 2500 copropriétés. Et donc, on participe activement à la dizaine de milliers, ou la quinzaine de milliers d'immeubles qui a déjà choisi une solution. Et on est un des acteurs, prépondérants de ce marché, puisque forcément en copropriété, la barrière de la décision en AG, elle est très complexe. Nous, on arrive avec une solution avec zéro reste à charge pour la copro. Donc, on facilite clairement le choix de tout le monde. On facilite le travail du syndic, et tout ça avec des coûts qui sont acceptables, dans un schéma qui est pérenne et qui permet, dans la longue durée, que tout le monde se projette par rapport à un schéma, Iman en a parlé, de droit à la prise, qui est un peu qui peut être très efficace dans certains contextes, mais qui est un peu un pansement. Et la décision qu'on prendra d'octroyer un droit à la prise, il faudra la remettre en cause 1 an après, parce qu'il y aura peut-être d'autres demandes. Et donc c'est en ce sens-là que Logivolt, on a une valeur énorme chez nous, qui est la durabilité. On est là pour s'inscrire dans la durée. On investit dans le futur. Pour œuvrer dans le sens de la transition écologique. Alors on va parler de cette durée, on va parler aussi de quelques cas de retour d'expérience. Juste avant, je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat directement, et on y répondra en fin de webinaire. Il y aura un temps pour les questions-réponses. Alors justement, sans reste à charge pour le collectif, c'est ce que vous nous disiez. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, comment ça fonctionne concrètement? Je parlais de pédagogie tout à l'heure, je vais essayer d'être pédagogue sur le sujet. En fait, si vous avez un besoin de recharge dans votre immeuble, et que vous n'avez pas ce qu'on appelle l'infrastructure collective, vous allez peut-être pouvoir raccorder votre place, vous allez peut-être pouvoir installer une borne sur votre place, et cette borne, électriquement parlant, techniquement parlant, va être raccordée aux parties communes de l'immeuble.
Sauf que c'est pas fait pour ça. Le réseau électrique existant de votre immeuble n'est pas fait pour accueillir des bornes. C'est un peu un effet de brancher un four pyrolyse sur un allume-cigare de voiture. C'est absolument pas fait pour ça. Et donc peut-être que vous pourrez avoir votre borne, mais votre voisin d'après, lui, il pourra pas avoir de borne. Ça, c'est une contrainte qui est électrique, qui relève de la capacité électrique du réseau existant. Et donc il faut faire évoluer ce réseau électrique existant. Donc celui à la base qui alimente les appartements, celui qui alimente l'ascenseur, les lumières des parties communes, la porte de garage. Il faut faire évoluer ce réseau et donc il faut installer un nouvel équipement. C'est ce qu'on voit sur le schéma, c'est ce qui est en bleu. Il faut installer un nouveau point de livraison. Ça, c'est le schéma Logivolt. Donc nous, on va essayer de mutualiser les équipements pour pouvoir mutualiser les coûts. On a toujours cette démarche de garder des coûts bas et donc on va installer un nouveau point de livraison qui est un nouveau compteur électrique. En aval évidemment du transformateur électrique qui lui appartient au gestionnaire de réseau, distributeur Enedis. Et en partant de ce point de livraison, on va installer des tableaux divisaires et toute une infrastructure qui va amener des chemins de câbles et qui va permettre donc le raccordement de toutes les places de parking dans le futur en l'équipement en borne. Donc en fait cette infrastructure collective, elle est un préalable nécessaire au raccordement des bornes, tout simplement parce que pour avoir plusieurs bornes, il faut une capacité électrique suffisante, et pour avoir une capacité électrique suffisante, il faut installer ce qu'on appelle l'infrastructure collective. L'infrastructure collective dans le collectif, enfin dans l'habitat collectif, ça coûte cher. Dans un immeuble, disons, de 70 places de parking, ça peut coûter 25 000 €. Donc dans les copropriétés, clairement, les gens n'ont pas encore ressenti le besoin de pouvoir acheter cette infrastructure, cet équipement, et donc c'est pour ça que Logivolt fait tout son sens, c'est que nous on va investir dans l'infrastructure, ça va avoir un effet un peu ricochet, il y a un peu une triptyque qui dit que nous on va financer l'infrastructure, ce qui va permettre la borne, et c'est la borne qui va permettre la recharge, donc la conversion électrique. On accomplit notre mission un peu par ricochet en finançant l'infrastructure collective en amont. On va permettre l'adoption de véhicules électriques en aval. C'est comme je disais un cercle vertueux. Et pour l'instant, notre mission se passe bien. Et donc la problématique de collectif, qu'on soit en copropriété ou de logement social, elle est la même. Il y a des coûts. Il y a des demandes. Et donc on va pouvoir, on a adapté notre offre en fait de copropriété au contexte du logement social. Pourquoi on l'a adapté au logement social? Déjà pour l'impact qu'on va avoir. Alban le disait, il y a 10 millions de Français qui habitent dans des logements sociaux. Ça fait des centaines de milliers de places de parking à équiper. Il y a des besoins de recharge. Donc les bailleurs, reçoivent tous les mois. J'ai pas le comptage exact évidemment, mais tous les mois, il y a des demandes de recharge, il y a des habitants qui veulent se recharger, il y a des résidents qui ont un besoin ponctuel ou parfois quotidien de se recharger. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que on a fait un pilote, on a fait des expérimentations, donc on a échangé avec des bailleurs sur leur retour d'expérience, on a essayé de comprendre. Et ce qu'on a compris, c'est que aujourd'hui, c'est un peu un sujet poil à gratter. Les bailleurs n'ont pas la possibilité de traiter efficacement ces droits à la prise. Donc les besoins augmentent, il n'y a pas de solution en face. En parallèle, dans l'organigramme, je parlais d'organigramme tout à l'heure, c'est un peu entre différents services, donc ça demande de l'organisation, ça demande d'allouer des ressources, surtout humaines, ça demande de se faire aider notamment par des cabinets de conseil qui connaissent bien le sujet, parce que les compétences, elles sont un peu nouvelles, et donc voilà, tous les bailleurs n'ont pas toutes ces compétences en interne, même les plus gros, et ça peut être complexe. Et l'autre point, c'est que c'est la question du coût, hein, on en a parlé tout à l'heure, les bailleurs, ça fait 10 ans qu'ils ont à rénover leur patrimoine, qu'ils investissent énormément sur leurs fonds propres et en dette sur leurs bâtiments. Et donc, à un moment charnière, il y a une question de timing, en fait. Il y a un moment charnière où ça fait 10 ans qu'ils ont beaucoup investi dans ce sujet-là et qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir financer en propre les infrastructures de recharge. C'est en écoutant un peu tous les bruits de cet écosystème qu'on a essayé de terminer le puzzle en proposant notre offre pour le logement social, qui a synthétiquement, qui a 3 avantages. Notre solution, elle est vraiment dédiée aux bailleurs sociaux. Elle est pas adaptable, disons. Elle est vraiment faite pour les contraintes des bailleurs sociaux. Elle est sans reste à charge pour le bailleur, c'est-à-dire que c'est Logivolt qui finance l'intégralité de l'infrastructure collective qu'on a vue sur le schéma avant, sans aucun investissement de la part du bailleur.
Notre solution, elle est de bout en bout, c'est-à-dire que on va nous s'adosser et s'associer à des opérateurs, parce que nous ne sommes pas un opérateur, on va s'associer à différents opérateurs. Il y en a beaucoup des opérateurs en France ? Alors en France, il y en a beaucoup. Ce qu'on appelle la définition d'un opérateur, pour moi, elle va un petit peu au-delà de celle d'un installateur, parce qu'un installateur, il est capable de faire des travaux d'électricité. Un opérateur, il est capable de gérer un réseau. Il gère l'exploitation, en fait. Voilà, il gère l'exploitation. Donc il y a peut-être un peu plus d'installateurs que d'opérateurs. En plus de ça, vu que c'est un marché nouveau, c'est souvent des entreprises qui sont relativement petites encore. Donc nous, dans notre démarche de toujours garantir une durée très longue et un fonctionnement dans la durée, on a fait un référencement d'opérateurs, notamment pour notre partie copropriété. Donc, on a travaillé avec des opérateurs, on a établi des critères, on a fait une sélection d'opérateurs qu'on a référencés chez nous et que l'on recommande bien volontiers à qui chercher un opérateur. Tout est sur notre site. Donc, on a fait ce travail, de sélectionner des opérateurs. Dans le dispositif, pour les bailleurs sociaux, on a proposé une offre qui est de bout en bout. Donc, l'opérateur va pouvoir s'occuper de tout. Il va gérer l'installation, il va gérer l'exploitation, il va gérer la relation avec les locataires, tout ça avec, en sous-jacent, une solution de financement comme Logivol qui fait que le bailleur n'a rien à payer. C'est plutôt bien pensé. En bout de chaîne, le plus intéressant, c'est qu'il fallait qu'on ait un coût pour le locataire qui soit très bas, qui soit compatible avec les ressources des locataires. Et en fait, en créant ce dispositif, on avait vraiment cet élément en ligne de mire et on a réussi, au travers d'un loyer mensuel, à rendre notre solution de financement compatible avec les ressources limitées parfois des locataires. Alors, 4 étapes pour bénéficier du financement Logivol. Quelles sont ces étapes ? Alors, c'est une très bonne question. Je parlais tout à l'heure des contraintes de certains bailleurs. Alors, les bailleurs sont disons, sont soumis au code de la commande publique, c'est ce qu'on a marqué là, et donc on ne peut pas avec un bailleur passer de contrat de gré à gré, ce qui force les bailleurs dans beaucoup de cas quand ils veulent faire des achats à faire des appels d'offres. Donc les appels d'offres, les bailleurs savent faire. Donc nous on a voulu se plier à ce truc-là et permettre que notre offre soit compatible avec les appels d'offres. Donc pour pouvoir, si vous voulez, être le plus efficace possible pour un bailleur, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être qu'on y reviendra dans les préconisations, il faut avoir une stratégie globale sur tout le patrimoine. Parce que si un bailleur va traiter un immeuble, enfin immeuble par immeuble, parking par parking, il va démultiplier les efforts, il va démultiplier les ressources, ça va lui coûter plus cher, il va démultiplier les stratégies et donc il va pas pouvoir mutualiser. Donc il vaut mieux traiter au global. Voilà, la stratégie qui vise à traiter au global le patrimoine et à regrouper les immeubles par typologie d'immeubles, elle est la bonne et elle est surtout compatible avec notre offre. Donc nous, ce qu'on propose aux bailleurs, s'ils veulent bénéficier de notre solution de financement, c'est que ils fassent un gros paquet d'immeubles et que ils soumettent un appel d'offres public avec un certain nombre de il faudra octroyer l'exploitation, le service, l'installation de l'infrastructure et donc ça permet de diffuser au global, d'avoir une stratégie globale et nous on répondra au global avec un opérateur. Donc on va s'associer à un opérateur. C'est pas Logivol qui va répondre à l'appel d'offres, c'est l'opérateur que nous on aura sélectionné. Et d'ailleurs, il se peut que parfois, si un appel d'offres sort, il y ait 1, 2, 3 opérateurs, 4 opérateurs qui répondent. C'est possible qu'il y en ait plusieurs, oui. C'est possible qu'il y en ait plusieurs. Nous, on n'a pas de contrat d'exclusivité. On est juste là pour que les infrastructures se fassent. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont faiseurs, il y a des gens qui sont demandeurs mais qui n'ont pas le financement. Donc, nous, on est un peu le troisième pilier de ce dispositif. Donc, on s'associe avec des opérateurs qui répondent aux appels d'offres. La réponse, elle est assez simple. L'opérateur propose le schéma technique d'installation des immeubles. Il fait un chiffrage du coût des immeubles, enfin du coût des travaux qui vont devoir être faits dans les immeubles pour l'installation de ces infrastructures. Et ils viennent avec le petit bonus qui est ça vous coûte rien puisque c'est Logivol qui va payer. Donc le fait que Logivol paye les infrastructures en amont entraîne une mécanique derrière de paiement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne passe pas par les comptes du bailleur et c'est le locataire qui va payer directement à l'opérateur les différents éléments de facturation que sont l'allocation de la borne, le paiement de l'infrastructure collective et la consommation électrique. Ça ne passe pas par les comptes du bailleur, par le service de gestion locative.
Et donc, c'est un des gros avantages, c'est que ça facilite vraiment le travail des équipes du bailleur dans un mode où il déléguerait, il externaliserait ce service. Voilà. Donc, une fois que l'appel d'offres est octroyé à un opérateur avec le J-Volt, le contrat sera signé entre, on peut venir sur la slide d'après, entre le bailleur et l'opérateur, parce que c'est bien l'opérateur qui a répondu qui va être le concessionnaire. C'est bien un contrat de concession. La durée que nous on préconise, c'est 25 ans, parce que sur 25 ans, on arrive à diluer les coûts en fait, et on fait en sorte que les coûts soient le plus faibles pour le locataire, puisqu'il est dilué sur 25 ans sous forme de loyer mensuel. Nous, le J-Volt, on va être contracté avec l'opérateur. On va signer ce qu'on appelle un contrat d'acquisition-location. Donc vous devenez propriétaire en fait de l'infrastructure. On devient propriétaire de l'infrastructure qui est dans l'immeuble du bailleur social. Et donc, une fois que l'infrastructure est construite, on l'achète à l'opérateur, on en devient propriétaire et immédiatement on lui restitue pour l'exploitation. Ouais, donc l'opérateur s'occupe de l'exploitation, vous êtes propriétaire. Exactement. Et c'est le locataire en fait qui loue en fait. Exactement. C'est le locataire qui va louer sa partie de l'infrastructure à coût raisonnable. À un coût raisonnable. Exactement. Ce qu'on aimerait, c'est que on soit autour hors consommation électrique, qu'on soit autour entre 25 et 30 euros par mois de coût pour le locataire, ce qui fait que à consommation à kilomètre mensuel égal, notre système pour un Français, disons qui fait un nombre de kilomètres moyen en France, disons 1000 kilomètres par mois, le système revient à 2 à 3 fois moins cher que s'il avait un véhicule thermique. Voilà. Donc ça c'est vraiment le fruit d'un travail. Ça a mis très longtemps de pouvoir construire ce dispositif-là, mais ça répond vraiment très bien aux demandes et vraiment le gros avantage aussi, c'est que le bailleur n'a ni à payer ni à s'occuper de ces démarches. Il n'a pas à prendre de contrat d'électricité sur le point de livraison qui sera installé. C'est l'opérateur qui s'en occupe. Il n'aura pas à gérer les rendez-vous techniques pour faire venir Enedis, pour le raccordement Enedis. C'est pour le raccordement du point de livraison. C'est l'opérateur qui s'en occupera. Quand il y a des problèmes de fonctionnement de la borne, c'est également l'opérateur qui s'en occupera. Donc l'opérateur gère tout, l'exploitation de A à Z. En fait. Exactement. L'opérateur s'occupe de l'exploitation de A à Z. C'est des infrastructures qu'il connaît très bien parce que c'est lui qui les a installées. Donc je dirais que ça répond très très bien aux demandes du bailleur qui n'a rien à faire et rien à payer. Et alors juste un petit mot sur le business model de Logivolt. Du coup donc le coût revient au locataire. On a dit que c'était un coût raisonnable. Comment ça fonctionne du coup? Alors nous on va financer l'intégralité de l'infrastructure au tout début. Donc au tout début du contrat de 25 ans. Et donc c'est en fonction, je l'ai dit, c'est environ 25 000 euros par immeuble. Ce qu'il faut comprendre dans le business model, c'est que aujourd'hui il n'y a pas de subvention pour ces infrastructures en logement social, oui. Mais notre modèle est capable de s'adapter si demain on s'aperçoit que des subventions apparaissent, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient départementales. On est capable de faire baisser le coût final pour le loyer en intégrant a posteriori la subvention qui sera octroyée. Donc s'il y a subvention, nous on pourra en bénéficier et de facto on pourra mécaniquement faire baisser le coût du locataire une fois que la subvention aura été intégrée. Donc là, on l'a dit, donc le coût répercuté uniquement aux utilisateurs, mais un coût modéré et identique pour tous. Exactement. Peu importe la consommation ? Alors non. En fait, non. La partie consommation, c'est la partie variable. Il y a une partie fixe qui est prévue avec le J-Volt, qu'elle soit identique pour tous les locataires du même bailleur. Donc, si un bailleur, je dis n'importe quoi, sort un appel d'offres pour 100 parkings de 100 immeubles, nous, on va faire une péréquation sur ces 100 immeubles. Et donc, le coût de l'infrastructure mensuelle, le loyer mensuel qui sera facturé au locataire par l'opérateur, mais qui reviendra à Logivolt en bout de chaîne, sera identique pour tous les locataires. Il n'y aura pas de discrimination ou de votre parking était un peu plus complexe, vous allez payer plus. On va péréquer tous les coûts de sorte à ce que s'il y a dans le patrimoine qui est concerné un immeuble, je dis n'importe quoi, à Toulouse, un autre à Bordeaux, un autre à Mulhouse ou un autre à Lille, c'est le même appel d'offres. Nous, on aura lissé tous les coûts et donc le locataire final paiera le même coût. Voilà. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que la slide, on peut la comprendre. Donc, les utilisateurs ne payent rien. Et il y a un élément intéressant à rappeler, c'est que nous, en fait, on prend un pari. Les non-utilisateurs. Les non-utilisateurs, ne payent rien. Donc, nous, on prend un pari. C'est-à-dire qu'on va payer
des infrastructures dans les immeubles de bailleurs en étant certain que ça va fonctionner. Voilà. Mais si ça fonctionne pas, s'il y a pas autant de demandes que prévu, si finalement dans un immeuble parmi tous les immeubles qui sont sélectionnés, mais absolument zéro demande, c'est nous qui prenons le risque. Il n'y a pas de risque qui est pris par l'opérateur, il n'y a pas de risque qui est pris par le bailleur. Oui. S'il n'y a pas de demande du tout, le bailleur doit pas payer en plus. Dans tous les cas, il ne paiera rien. Premièrement, et deuxièmement, donc comme on le disait, c'est seulement ceux dans les résidences où il y aura une infrastructure installée qui ont demandé une borne, que ceux qui se rechargent, qui ont une borne, qui paieront le coût. Ceux qui n'ont pas de borne, mais qui ont une place de parking, mais qui ne sont pas utilisateurs, ne paieront rien, évidemment. Donc ça, c'est important de le préciser, parce que j'imagine que les locataires qui n'ont pas de véhicule se posent la question. Exactement. Alors, les grands avantages, si on doit résumer. Alors, les grands avantages, si on doit résumer, pas de reste à charge pour le bailleur. C'est nous qui payons l'infrastructure à 100%. Un coût modéré pour le locataire, compatible avec les revenus des revenus assez faibles. Donc c'est en ça que le J-Volt est très intéressant, sans faire de digression, c'est qu'on a une dimension écologique qui est très très forte, mais on a aussi une dimension sociale. On a ces deux dimensions-là qui rentrent en ligne de compte dans notre modèle, ce qui en fait un modèle vertueux. Donc la solution est clé en main, je l'ai beaucoup dit, mais je vais le répéter. On arrive avec notre solution, le bailleur n'a rien à faire. Le bailleur a juste à bien connaître son patrimoine, mais il n'a rien à faire, il n'a pas à employer des ressources particulières, il n'a pas à demander à avoir un contrat d'électricité sur les immeubles, il n'a pas à gérer la maintenance, c'est l'opérateur qui s'occupe de tout, de l'exploitation, de l'installation, de la maintenance, et surtout qui s'occupe de la partie relation client. C'est l'opérateur qui va traiter individuellement à chacun des locataires, qui va facturer le service, qui va venir installer la borne, qui va prendre rendez-vous avec le locataire pour pouvoir installer la borne. Et donc, c'est un gros travail, mais notre modèle prévoit de soulager le bailleur de ce travail-là qui peut être assez conséquent. Voilà. Un autre point important, c'est que on est dans un mode de délégation, et donc le bailleur, il faut qu'il soit conscient qu'il n'aura rien à faire, mais c'est un modèle qui devra choisir. On s'inscrit sur 25 ans, et donc il est tranquille pour 25 ans. À la fin, d'ailleurs, des 25 ans, il récupère la propriété des infrastructures, peu importe ce qui se passe. D'accord. C'est la fin de la concession. Et donc, il récupérera la propriété des infrastructures sans coût pour lui. Il deviendra propriétaire et il pourra continuer à exploiter. Ce que j'ai pas dit, c'est que nous, dans notre dispositif, on a prévu une évolutivité. C'est-à-dire qu'on va installer une infrastructure de base qui va prévoir un pré-équipement pour toutes les places de parking. On va pas installer une borne dès le début pour toutes les places. On va calibrer l'installation pour avoir une capacité de puissance d'environ 20% ou parfois 30% des places sur le parking. Par contre, dans la durée de la concession, dans la durée des 25 ans, si on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de demandes sur un parking et qu'on arrive en capacité électrique maximale, nous, le J-Volt, on réinvestira dans le parking. D'accord. De sorte à ce que on puisse payer des travaux de consolidation de l'infrastructure, qui seront réalisés aussi par l'opérateur, donc il n'y a pas besoin de trouver encore un nouvel opérateur. Donc pour augmenter le nombre de bornes. Pour augmenter le nombre de places. Et donc, nous, on a prévu un calendrier de raccordement qui nous emmène sur un parking jusqu'à la fin de la concession. On va dire jusqu'à 2050. En 2050, on prévoit d'avoir entre 80 et 100% de véhicules électriques en France. Nous, on a prévu de réinvestir de sorte à pouvoir satisfaire 80% des demandes de raccordement d'un parking. Voilà. Et pérenne dans le temps. Il n'y a pas besoin de se poser des questions et de refaire des droits à la prise. Une fois que vous êtes passé par le J-Volt, vous n'avez plus à vous soucier du droit à la prise. On peut satisfaire 100% des demandes. Voilà. Alors, Iman, juste avant de passer aux recommandations, quels seraient vos conseils justement aux bailleurs, pour les bailleurs sociaux, pour entamer cette transition écologique qui passe par l'installation de bornes de recharge des véhicules électriques ? Alors le premier conseil, je dirais, c'est vraiment bien connaître son patrimoine. Finalement, aujourd'hui, nous les premières problématiques auxquelles on s'est heurté, c'est c'est finalement combien on a de place, combien
dans quel parking, intérieur, extérieur, est-ce qu'elles sont louées, non louées, enfin vraiment avoir cet état des lieux global du patrimoine qui permet finalement d'enclencher derrière toute la démarche. Aujourd'hui, sans ça paraît un peu, enfin voilà, c'est compliqué parce que on n'a pas forcément les bons dimensionnements du coup du parking, on ne sait pas combien de places on va devoir raccorder. Il y a aussi des enjeux sur potentiellement réallouer des places si on veut privilégier des installations sur certaines zones. Donc vraiment connaître son patrimoine, je crois que c'est un peu l'élément clé aujourd'hui qu'il faut avoir pour finalement développer et adopter une stratégie de déploiement. Donc connaître le patrimoine, l'architecture aussi. L'architecture, le patrimoine, la localisation, enfin vraiment avoir une photo du patrimoine, de ce qui existe, parce que sans ça va être compliqué derrière d'avoir une bonne stratégie de déploiement et de demander de passer par Logivolt ou autre, parce que finalement il faut aussi répondre à des critères d'éligibilité et donc pour répondre à ces critères il faut bien connaître son patrimoine. Alban, vous qui représentez les bailleurs concernant cette solution proposée par Logivolt, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour l'installation justement de ces bornes de recharge ? Alors, par habitude, on dit jamais la solution, mais une des solutions. Une des solutions. C'est une très bonne solution, une des très bonnes solutions. On a besoin de toutes les solutions possibles pour pouvoir avancer. On a un patrimoine qui est de toute façon très différent. Vous allez avoir du parking extérieur, du parking intérieur, vous allez avoir du parking avec 3-4 sous-sols, d'autres beaucoup plus petits, dans des bâtiments sauvegardés, dans des bâtiments beaucoup plus communs. Donc, globalement, le bailleur aura, et puis en face d'une demande qui peut être très rapide ou qui peut être au contraire beaucoup plus courte. Donc, globalement, nous, dans toutes les démarches, c'est vrai pour l'électromobilité, mais c'est vrai pour les stratégies de décarbonation. Ce qu'on souhaite, c'est donner aux bailleurs, ouvrir aux bailleurs le maximum de possibilités. Logivolt en est une. On l'a expliqué. On a des enjeux d'investissement tels que tout ce qui pourrait être préfinancé, financé par d'autres, ça peut être intéressant. Donc c'est une bonne solution pour avancer. D'ailleurs, si on est arrivé là sur cette solution, c'est bien que l'USH avec la Caisse des dépôts, quand on a découvert la solution Logivolt copropriété, on a travaillé avec la Caisse des dépôts pour que cette solution se déploie aussi sur le parc social. Puisqu'on pense que c'est une bonne solution. Enfin, vous l'avez très bien expliqué, Pierre. Dans une copropriété, pourquoi les copropriétaires votent non ? C'est que majoritairement, ils n'ont pas encore de véhicule électrique, donc ils veulent pas payer quelque chose qui leur rend pas service immédiatement. Là, ça répond complètement au sujet. Oui. On voit que ça a pris. Dans le parc social, c'est un peu différent puisqu'on est décideur, mais en même temps, aujourd'hui, on a des arbitrages en termes de priorité de financement qui sont tels que si on peut avoir une solution de financement, ça va lever la problématique et permettre de réintégrer l'électromobilité dans une priorité peut-être un peu plus forte. Donc c'est une solution qu'il faut regarder, il faut que les bailleurs regardent. Alors concernant les recommandations maintenant pour définir une stratégie de déploiement de ces bornes, anticipées déjà. Ouais, je crois que c'est le maître mot, anticiper. On en a déjà un peu parlé et je vais laisser la parole à Alban, mais pour pouvoir avoir une stratégie qui soit efficace, qui permettent d'être financés, il faut connaître son patrimoine et donc il faut réaliser un état des lieux, mais Alban en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, mais on est toujours, si on veut définir une stratégie, il faut savoir d'où on part. C'est bien de savoir où on veut aller, mais si on sait pas d'où on part, ça va être compliqué. Donc effectivement, Iman l'a dit. Alors les bailleurs sont déjà sur ces sujets-là, puisque on a besoin aussi de ces informations dans le cadre justement de la stratégie de décarbonation. Mais c'est recenser son parc, identifier les spécificités. Ça va nous permettre peut-être de travailler sur des allotissements d'appels d'offres différents, puisqu'il y aura des parcs qui seront traités. On sait que le parc extérieur est aujourd'hui beaucoup plus compliqué parce qu'il demande beaucoup plus d'investissement, et peut-être que sur le parc extérieur, une solution de colonnes publiques est peut-être dans certains cas plus intéressante. Voilà, donc c'est bien connaître son parc, bien identifier pour pouvoir lancer une consultation qui sera adaptée à notre besoin. Et récolter toute cette data, ça prend du temps ? Oui, alors ça dépend de la maturité. Ça dépend de la maturité des bailleurs. On loue la parc de stationnement, c'est peut-être un élément un peu moins où on avait porté un peu moins d'attention que le logement, bien évidemment. Mais globalement, les bailleurs ont quittance des parcs de stationnement. Donc par conséquent, on a ces informations-là. Il faut anticiper les futures demandes. Oui. Là aussi, c'est un débat qu'on avait eu tous ensemble, mais au regard du besoin d'investissement financier, je pense qu'il n'est pas obligatoire de développer 100% des places aujourd'hui. Enfin, vous le disiez aussi. Donc, il faut avoir une vraie compréhension du volume et de la demande et du rythme de la demande. Et ça, concrètement, comment vous le faites ? Vous faites des enquêtes, des études auprès des locataires ? Oui, alors nous, de notre côté, avec les bailleurs
qu'on a accompagné, on fait des enquêtes, mais on fait aussi des projections vraiment prospectives sur la demande. Ce qu'il faut bien intégrer, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le marché de la mobilité électrique, on parle beaucoup de véhicules neufs, mais il y a un marché de l'occasion qui va arriver aussi, qui est déjà existant, mais un peu plus naissant, on va dire, mais qui va arriver. Et en fait, le marché de l'occasion va notamment ça va démocratiser forcément. Exactement. Et les locataires des logements sociaux vont passer aussi par le marché de l'occasion. Et donc il y a un moment où finalement ça va aussi, la demande va exploser parce que ce marché va arriver, les voitures seront moins chères, les voitures neuves aussi seront moins chères avec la maturité des technologies. Donc vraiment, anticiper, c'est vraiment très très important pour pas multiplier les coûts et se rendre compte 5 ans après, mon dimensionnement est trop faible et donc je vais devoir réinvestir et ça va être compliqué. Enfin voilà, il faut vraiment anticiper. Donc par potentiellement des enquêtes auprès des locataires. Alors on sait que les gens sont souvent un peu très très sollicités, donc il faut bien cibler aussi, mais par des enquêtes et puis par des prospectives qu'on peut réaliser avec différents facteurs, la localisation, les différents niveaux de revenus dans les parcs. Donc vraiment important d'avoir aussi en tête ce marché de l'occasion qui arrive aussi. C'est vrai, c'est important ce que vous dites. Il ne faut pas qu'on se retrouve bloqué dans 5 ans quand tout le monde aura finalement acheté un véhicule électrique et que peu de personnes pourront le charger le soir chez soi. C'est ça. Et pas créer aussi voilà, on a parlé aussi parfois certains bailleurs nous ont parlé de bornes mutualisées par exemple entre plusieurs locataires, mais ça c'est pas une solution évidente parce qu'en fait finalement tout le monde se recharge un peu au même moment, c'est-à-dire le soir quand ils rentrent chez eux. Pas une solution pérenne en tout cas. En tout cas, c'est pas peut-être ponctuellement sur certaines places avoir une ou deux bornes, mais c'est pas une solution forcément idéale pour pas créer aussi des mésententes entre les locataires. Donc vraiment avoir cette stratégie pour répondre vraiment aux besoins très efficacement et limiter les coûts. Donc analyser les demandes et puis donc stratégie de déploiement. Ça c'est la dernière recommandation. Oui, avoir vraiment une stratégie de déploiement, c'est-à-dire se dire sur 4-5 ans, je vais développer peut-être tel parking d'abord pour pas non plus mettre toutes les forces dès le début, mais cibler d'abord des parkings. Peut-être qu'on va d'abord cibler des parkings intérieurs parce que c'est un peu plus facile que les parkings extérieurs, parce que les parkings extérieurs peuvent avoir un coût assez important. Donc vraiment avoir cette stratégie parce que ça va permettre d'être efficace, anticiper aussi la ressource humaine au sein de l'organisme. C'est gérer quand même des installations dans un patrimoine qui peut être assez important. Et en fait, finalement, pour gérer ce déploiement, pour suivre, pour en informer les locataires, pour aller récolter les besoins, les demandes, ça prend du temps. Et donc, anticiper ces ressources qui vont être nécessaires et qu'il va falloir mettre en place au sein de l'organisme, parce que finalement, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet et ça nécessite une organisation assez importante pour suivre le déroulé et puis avoir cette relation avec le locataire qui est importante et qui soit au courant aussi, parce que finalement, c'est peut-être aussi une opportunité pour lui qui va se dire je peux avoir une borne chez moi, donc je vais peut-être acheter une voiture électrique. Bien sûr. Et pas ce schéma inverse de dire d'être un peu attentiste et finalement ça va peut-être aussi pousser à les utilisateurs à décarboner leurs moyens de transport. Donc c'est aussi c'est un vrai finalement au-delà de l'enjeu social, c'est un enjeu énergétique global pour la France. Donc c'est aussi le pouce, en tout cas aider et donner des petites impulsions aux locataires pour qu'ils passent aussi à l'électrique. Et puis il y a aussi un peu ce maillage avec la collectivité. Vous allez être dans une ville, le maillage avec la collectivité. Vous avez peut-être des parkings extérieurs qui sont ouverts au public parce qu'il y a une autre solution à l'intérieur. Se mailler potentiellement avec la collectivité qui lui aura ses propres schémas directeurs de déploiement de bornes, pour aussi finalement s'inscrire dans un projet global de déploiement. Et ça peut être aussi un enjeu assez important pour l'organisme social et aussi pour potentiellement aider d'autres électromobilistes à surcharger par ailleurs. Donc ça, je pense en tout cas que c'est vraiment aussi un élément clé majeur. Alors, les recommandations pour définir une stratégie de déploiement. Oui, du coup, on a dit les plus importantes. Globalement, comprendre vraiment cette spécificité, anticiper les futures demandes, adopter une stratégie et puis construire une stratégie long terme pour avoir un coût le plus faible possible, pour répondre aux besoins et pour vraiment aider les locataires à décarboner leurs moyens de transport. Et plus on s'y prend tôt, plus on réduit les coûts, forcément. Oui, et puis on anticipe. Moi, je vais abonder encore sur un dernier élément, c'est que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent
de pas se baser sur leur instinct. Il y a un élément de cognitif qui se dit parfois bon bah voilà, les véhicules ça arrive, mais j'ai encore le temps. On n'a pas vraiment le temps. Il faut y aller. En fait, on doit, enfin, si on veut faire les choses sans les subir, il faut conduire le changement plutôt que le subir. Sans quoi, dans quelques années, avec les différents éléments dont on a parlé, Iman, le marché du secondaire qui arrive, les constructeurs qui vont se mettre à la page sur les capacités de production, qui vont faire que voilà, le marché très très vite va aller inonder les parkings, et donc les temps d'attente qu'on a aujourd'hui avec les constructeurs automobiles sur l'électrique peuvent être très longs, c'est 6-9 mois, ce qui fait que ça retarde encore les échéances. Demain, ces effets-là vont être gommés avec le marché du secondaire, plus les contraintes pour les entreprises à avoir que des véhicules électriques. Ça va être, je dirais, je veux pas être alarmiste, mais ça va être très compliqué à gérer. Et si on n'a pas anticipé, on va vraiment subir. Il peut y avoir des situations où ça va être très inconfortable. Donc même si je sais que les bailleurs ont déjà beaucoup de travail, prenez le sujet à bras le corps, oui. Renseignez-vous, essayez d'allouer des ressources. Il y a une grosse partie immobilière et juridique qu'il faut organiser dans l'organigramme pour que le sujet soit pris en compte. C'est un truc aussi technique. Et donc, voilà, prenez le sujet à bras le corps, allez-y. Il y a certains bailleurs qui ont déjà sorti leur appel d'offres. Il y a des appels d'offres qui sont déjà sortis sur le sujet, donc auxquels nous on va répondre. Il y en a d'autres en construction auxquels on va répondre également probablement. Donc voilà, il faut y aller. Et c'est vrai, ce que vous dites est intéressant. Concernant les consommateurs, il y a deux choses qui peuvent freiner l'achat d'un véhicule électrique. C'est premièrement le coût, et puis deuxiemièmement la présence ou non la non-présence d'une borne chez soi. Et dans quelques temps, le coût ce sera résolu, puisqu'il y aura le marché de la seconde main. Ouais. Forcément, on pourra avoir un véhicule électrique à coût réduit. Donc, il y aura forcément une demande qui sera plus importante de la part des locataires. Et comme vous l'avez dit, Iman, il faudra pouvoir gérer cette demande. On va passer aux questions. Alors, n'hésitez pas, posez vos questions sur le chat. Nous y répondons. On commence avec une question de Johan. Qui est inclus, Pierre, dans les loyers de 20 à 30 euros évoqués? Est-ce que le locataire doit aussi payer l'installation de la borne? Alors, c'est une très bonne question. Dans les 20 à 30 euros sont inclus le service de recharge de la borne, le coût de l'infrastructure collective, l'abonnement de l'opérateur. Selon les offres des opérateurs, il y a certains opérateurs qui vont louer la borne et donc qui vont pas nécessairement faire payer le coût de l'installation, et d'autres qui vont la vendre. Et en général, quand un opérateur vend la borne, il vend l'installation avec, donc le fait de l'accrocher sur le mur et de la raccorder à l'infra collective. Donc il n'y a pas en plus du coût de la borne son installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'installation de la borne, il y a des primes, des subventions, et notamment la prime Advenir qui peut monter jusqu'à 950 euros et qui facilite l'achat d'une borne. Donc dans certains cas, pour le locataire, même si c'est un coût qui est important, le locataire préférera bénéficier de cette prime et acheter la borne. Alors, on les a évoqués tout à l'heure. Logivolt va-t-il proposer d'accompagner les opérateurs sur les parkings extérieurs ? Alors là aussi, c'est une très bonne question. Toujours Johan. Ouais, on n'a pas de blocage sur les parkings extérieurs. Le seul blocage qu'on a, c'est que les coûts sont multipliés, sont démultipliés. Dans les parkings extérieurs, il y a une contrainte technique qui fait qu'il va falloir creuser des tranchées. Creuser des tranchées, ça coûte cher, et donc le coût à la place sur les parkings extérieurs devient très cher. Donc nous, dans la construction des appels d'offres par les bailleurs, c'est sûr que s'il y a un lot où il y a que des parkings extérieurs, nous on pourra répondre, mais le loyer final pour le locataire sera 2 à 3 fois plus élevé, parce que le coût d'installation sera 2 à 3 fois plus élevé. Donc finalement, on peut avoir ce qu'on recommande, nous, c'est dans la construction de l'allotissement pour un appel d'offres, c'est de pas mettre que les parkings extérieurs, sans quoi le coût va être très élevé, mais de peut-être noyer certains parkings extérieurs avec les parkings intérieurs, de sorte à ce que à lisser, en fait. À lisser. Et dans ces cas-là, on pourra donc financer et installer des parkings extérieurs également. Mais pour les bailleurs qui malheureusement auraient que des parkings extérieurs, nous, on peut toujours regarder, mais le loyer en bout de chaîne serait assez élevé. C'est pour ça qu'il faut étudier la complémentarité des solutions. Il y a de multiples cas. Il y a des parkings extérieurs sur lesquels les coûts seront presque similaires à de l'intérieur. Ça dépend de la disposition du parking. Pour certains, les coûts vont exploser. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt, et notamment sur ces parkings extérieurs, à étudier la complémentarité
des dispositifs. Et je rappelle, c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement important que les subventions à devenir sur l'infrastructure soient ouvertes aussi aux bailleurs sociaux. Aujourd'hui, c'est quand même assez ahurissant que ça ne soit ouvert qu'aux parcs privés et non pas aux parcs sociaux. La répartition un parc extérieur, parc intérieur, c'est à peu près moitié-moitié. On a un peu plus de parcs extérieurs que de parcs intérieurs. Alors ça dépend des niveaux. Les cœurs de métropole, on est plutôt sur le parc intérieur, mais d'un autre côté, ça tombe bien parce que c'est là où peut-être la demande est encore la plus importante. Mais on va avoir ce sujet du parc extérieur et il faut effectivement qu'on arrive à baisser les coûts, soit par d'autres solutions, enfin en mixant les solutions, soit aussi et surtout en obtenant l'égalité de traitement entre parc social et parc privé. Ouais, sur les parkings extérieurs, juste une petite parenthèse, nous on est faiseur, en fait, on est faiseur sur le marché. On a envie de faire évoluer cet écosystème-là. On n'a pas envie de bloquer ceux qui ont des parkings extérieurs, et donc on travaille avec les opérateurs à des solutions techniques qui permettent de substituer le fait de creuser les tranchées par un autre dispositif qui fait que le coût des parkings extérieurs serait plus faible. Donc on va travailler dans les mois qui viennent, peut-être d'ici la fin de l'année, à motiver les opérateurs à inventer une solution technique, c'est de l'innovation, inventer une solution technique qui fait qu'on peut avoir des raccordements de bornes en parking extérieur sans avoir à creuser de tranchées. Ça demande d'avoir de la créativité technique. Donc appel aux opérateurs. Si vous avez une solution technique qui permet de raccorder les parkings extérieurs, nous on sera faiseurs, et on pense même peut-être en début d'année prochaine lancer un concours d'innovation qui permettra aux opérateurs de faire appel à leur cerveau gauche et inventer une nouvelle solution pour les parkings extérieurs, dédiés aux parkings extérieurs. Alors Nicolas demande, les aides baissent et les solutions présentes augmentent le prix de revient pour les usagers. Pourrions-nous passer d'une approche industrielle à une approche servicielle ? Alors c'est une très bonne question. Je sais pas tellement ce qu'est une approche industrielle par rapport à une approche servicielle dans le cas de figure de Logivolt. Les aides baissent pour les voitures électriques peut-être, mais pas dans tous les cas. Et pour les infrastructures de recharge, elles ont plutôt tendance à augmenter dans le cas de l'habitat collectif. Donc il y aura, j'imagine, peut-être à l'avenir de nouvelles subventions, des nouvelles aides, peut-être départementales, régionales. Je sais que certaines régions travaillent dessus, et donc on le sujet bien ancré chez eux. Nous, Logivolt, de toute façon, on est dans une démarche servicielle, puisque on va pas vendre un équipement électrique comme si on vendait une machine. On va le louer, on va le mettre à la disposition des locataires. Donc c'est plutôt une approche servicielle. Question de Laure. L'offre Logivolt est-elle valable dans les constructions neuves ? Alors c'est une très bonne question, mais la réponse est non, tout simplement parce que la réglementation fait que tous les permis de construire qui sont déposés après 2021 doivent faire que la construction intègre un prééquipement des places et la possibilité de recharge. Donc, ce qui relève du réglementaire est d'ores et déjà une obligation pour le constructeur ou le promoteur. Et donc, si c'est une obligation, vous êtes obligé de le faire. Et on n'a pas nécessairement vocation à financer ces trucs-là parce que le constructeur doit déjà le financer. Quel est le rôle du bailleur dans le business model Logivolt ? Alors, le rôle du bailleur dans le business model de Logivolt, il est d'organiser la donnée patrimoniale et de définir le cadre et la direction. Tout à l'heure, Alban parlait de direction. Pour pouvoir savoir où on va, il faut savoir où on veut aller et il faut savoir d'où on part. Et donc, tous les bailleurs n'auront pas le même patrimoine. Et donc, pour pouvoir définir une stratégie claire, il faut savoir quel est le patrimoine, donc faire un état des lieux, savoir quels sont les parkings intérieurs, quels sont les parkings extérieurs, si les placements dans ces parkings sont libres ou attribués, si l'attribution se fait au travers d'un bail qui est le même bail que l'appartement ou si c'est un bail séparé de l'appartement. C'est plein de questions comme ça qui peuvent être simples à poser aujourd'hui, mais qui doivent faire l'objet d'un travail du bailleur pour récupérer la donnée et l'organiser. Donc c'est en ça que le rôle du bailleur est prépondérant dans notre modèle. Mais une fois qu'il a lancé son appel d'offres, il a pas grand-chose à faire, hormis peut-être constater que tout se passe bien dans ces immeubles lors de l'installation et lors de l'exploitation. Ouais, c'était une question de Daniela. Il y a une question de Xavier. Je crois que c'était quel était le délai.
On vient de la poser celle-ci, je crois. C'est Xavier, quel est le délai entre la réflexion du bailleur et l'installation des bornes de recharge pour les véhicules? Entre nous sur les accompagnements qu'on a fait, alors ça dépend de quelle base on part. Voilà, si les données patrimoniales sont bien ou pas. Enfin, en tout cas, le délai de réflexion est quand même assez important parce qu'il faut analyser le parc et ça prend du temps d'analyser le parc. Alors. Il va s'accélérer parce qu'aujourd'hui, on connaît les solutions. Nous, quand on a démarré, il n'y avait pas forcément toutes les solutions ou alors elles étaient aux prémices. Donc, il y avait aussi ce travail d'échanger avec Logivolt notamment, d'échanger avec les opérateurs pour connaître tout ce qui est possible de proposer aux bailleurs. Alors, je dirais, et entre l'installation de l'IRVE, pareil, alors, l'installation dépend de nombreux paramètres. Il y a l'installation, par exemple, du point de livraison qui est à la charge d'Enedis, donc il y a les délais Enedis. Après, il y a les délais de l'opérateur, donc bon, mettons, 5-6 mois. Donc, on peut être dans un délai à 1 an et demi parce qu'il y a aussi la consultation. La consultation, ça prend du temps. Faut la construire. Faut laisser du temps à l'opérateur de répondre. Donc, on peut dire 1 an et demi, potentiellement 1 an et demi, voire 2 ans, pour avoir vraiment du début du projet à la première installation. Ça peut paraître long, mais on parle de stratégie de déploiement sur l'ensemble d'un parc. Ouais, donc, un parc, ça vit 50 ans, donc c'est. Et là, ça me ramène à rappeler, anticiper. Aujourd'hui, on pense qu'on a du temps parce qu'on a peu de demandes. Lorsque la demande va exploser, si elle explose rapidement, on va avoir ces difficultés-là. Donc, il faut vraiment, à minima, dans l'enquête qu'on avait pu faire l'année dernière avec les bailleurs, il y a au moins la moitié, 50% des bailleurs nous répondaient soit être en cours, soit avoir mis en place une stratégie. Je pense que la première étape là, il faudrait que les bailleurs se lancent tous dans la stratégie de réflexion, de réfléchir à une stratégie de déploiement de l'électromobilité sur leur parc. Et c'est vrai ce que vous dites, toutes les enquêtes, en tout cas, le disent. Ça va pas se faire progressivement et on va assister à un véritable boom des véhicules électriques, d'où encore une fois l'importance de prévoir. Alors, on a une autre question. Quelles sont les conditions d'éligibilité de la solution Logivolt ? Alors, les conditions d'éligibilité de la solution de Logivolt, c'est déjà d'être le propriétaire, donc d'être en monopropriété sur le parking en question, ne pas avoir une division du volume qui fait que non, on n'a qu'une partie du parking, l'autre elle appartient à la mairie, etc. C'est une condition prépondérante pour que nous on puisse travailler, que l'opérateur puisse travailler, c'est d'être propriétaire des parkings et donc d'inclure à l'appel d'offres que des parkings où le bailleur est en monopropriété. Donc ça, c'est la première. La seconde, c'est que nous, on puisse être propriétaire du matériel. Et pour ça, il y a des petites subtilités juridiques. Il faut que le matériel en question soit considéré comme des biens meubles et non des biens immeubles. Il y a plein d'autres conditions d'éligibilité, mais il faut que nous, on puisse se projeter et travailler sur 25 ans. Donc si pour une raison X ou Y, un bailleur n'a pas envie d'aller au-delà de 10 ans ou 15 ans parce que il a ses raisons, nous, ça va être plus complexe de diluer le coût sur la durée et donc les coûts seront supérieurs, ce qui répondra du coup pas forcément aux besoins et sera un peu dissuasif. On a sur notre site internet la liste de toutes les conditions d'éligibilité qui sont plutôt de l'ordre du juridique. Je vais pas les lister là, mais je vous invite à regarder sur notre site, c'est assez clair et voilà. Qui sera responsable de la gestion quotidienne de l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques, y compris la facturation des services, la maintenance des bornes de recharge et la résolution des problèmes techniques dont on a parlé brièvement tout à l'heure? Oui, alors cette question-là, je pense que c'est celle que beaucoup de bailleurs se posent. Le responsable, c'est l'opérateur. Le bailleur n'est pas responsable de ce qui se passe. D'ailleurs, on a aussi beaucoup la question de mais qui va faire la maintenance? Un réseau électrique, de manière générale, si vous voulez, c'est pas comme un ascenseur. Il n'y a pas besoin de faire une maintenance. Il n'y a pas besoin d'une révision annuelle. C'est le réseau électrique qu'on a chez soi à la maison. On va pas aller réouvrir les prises chaque année pour les nettoyer. Donc un réseau électrique, ça demande très peu ou pas du tout de maintenance. La maintenance, elle sera surtout sur les bornes quand il y a un problème, un dysfonctionnement. Et donc, c'est le rôle 100% de l'opérateur de gérer le dysfonctionnement. C'est lui qui se déplacera. Et donc, ce qui facilite la vie du bailleur avec notre système, c'est qu'il y a un seul interlocuteur
pour l'installation, pour l'exploitation, pour les problèmes de maintenance. Et donc, ça évite que dans d'autres typologies de solutions, d'avoir 25 ou 30 ou 40 ou 50 opérateurs différents qui doivent prendre des rendez-vous pour venir installer la borne. Nous, il y a un seul interlocuteur. Ça facilite vraiment le sujet. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Et donc, il y a des relations qui peuvent se créer avec voilà, les gardiens, les responsables techniques d'immeubles. Donc, c'est un seul interlocuteur auquel se fier. C'est plus pratique et ça facilite la vie des bailleurs. Dernière question. Alors, en quoi la solution de Logivolt est-elle adaptée aux contraintes juridiques de l'habitat social collectif ? Alors, la solution est adaptée aux contraintes techniques parce qu'elle est disponible au travers d'un appel d'offres public. Elle est disponible au travers d'une concession. Hein. Les bailleurs ont le droit d'octroyer des concessions. Et elle est compatible avec la vie d'un immeuble, d'un immeuble HLM. Et donc, on va nous traiter directement avec les locataires. On n'a pas besoin de signer de nouveaux baux dans un schéma un peu complexe. Et donc, voilà, c'est en plus d'être adapté, je dirais qu'elle a été personnalisée pour le contexte des bailleurs sociaux. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Peut-être un site internet pour vous trouver ? Oui, alors le site de Logivolt, logivolt.fr. Ce que je voulais faire aussi, c'était vous donner rendez-vous en octobre. En octobre à H-Expo à Nantes. Du 2 au 5 octobre, nous serons présents au congrès donc qui est organisé par l'Union sociale de l'habitat. On aura un stand. Donc pour tous ceux qui auraient des questions, qui veulent nous rencontrer en vrai, on y sera et on pourra évidemment prendre contact. On pourra aussi voilà, expliquer un petit peu plus en détail. On pourra voilà, donner des retours d'expérience et c'est toujours mieux en vrai qu'au travers d'un écran. Eh bien, merci beaucoup Pierre Aymar, merci Iman Drissi et merci Alban Charrier pour ce webinaire qui sera évidemment à retrouver sur votre site internet. Oui, sur les réseaux. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. L'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en logement social, enjeux et solutions, un webinaire proposé par Logivolt.